Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse de la deuxième bande-annonce de Spider-Man Far From Home qui sortira en France le 3 juillet prochain. Et attention, comme indiqué au tout début de la bande-annonce elle-même, il y a de gros spoilers pour le déroulement d'Avengers Endgame, donc attention. On n'est jamais trop prudent si certains parmi vous ont la mauvaise idée de zapper les intros de ces vidéos, et comme je suis plutôt un bon gars dans le fond, même si je n'ai pas toujours l'air, eh bien sachez qu'il y aura des spoilers dans cette vidéo concernant Avengers Endgame, donc dernier avertissement. On a maintenant la certitude que ce Spider-Man, loin de chez lui, commence très peu de temps après la fin d'Endgame et qu'il sera le dernier film de la phase 3 du MCU. L'action du film se déroule donc en 2023, mais oui 2018 plus les 5 ans qui sont passés durant Endgame, et par un heureux hasard scénaristique, eh bien les proches, les gens les plus importants dans la vie de Peter Parker, ont connu exactement le même sort que lui, à savoir ils ont été effacés par le premier claquement de doigts de Thanos, et ils ont ensuite été ramenés au monde par celui de Bruce Banner. Le réalisateur Jon Watts, qui revient après Homecoming, a confirmé que les conséquences au quotidien de ce claquement de doigts, ce snap, seront explorées dans le film, avec tout ce que cela suppose de problèmes administratifs ou encore l'impression bizarre de revoir d'anciens camarades de classe avec 50+. Et dès le départ de ce trailer, l'ambiance est marquée par la mort de Tony Stark, les hommages qui lui sont rendus et la difficulté de porter ce deuil pour Peter et Happy Hogan, qui virent presque en Sad Hogan dans le jet. Peter Parker veille sur la nuit du Queens et pour rappel, sa tante May a maintenant connaissance de sa double identité, mais je vous renvoie pour cela à mon analyse de la première bande-annonce pour vous remettre dans le bain sur ce qu'on sait déjà. Peter et Happy sont donc installés à l'arrière d'un jet Stark en mode autopilote et les enjeux thématiques et émotionnels sont clairement posés. Si Tony Stark a aussi accepté ce sacrifice, c'est parce qu'il savait que derrière lui, il y aurait un Peter pour veiller sur les gens. Et la grande question qui se posera sans doute tout au long de ce film, c'est est-ce que Peter Parker, qui est encore un lycéen de 16 ou 17 ans, acceptera de porter de si lourdes responsabilités? Dans le restaurant, Peter maîtrise facilement une bande de truands armés, notamment grâce à la technologie de l'armure Iron Spider. Même le policier lui demande s'il va devenir le nouvel Iron Man, mais pour le moment, c'est l'insouciance qui domine, alors que Spider-Man annonce son propre départ en vacances. Lorsque Peter passe en mode selfie face à la gare et non loin de l'ancienne tour Stark, je vous renvoie à l'analyse de la première bande-annonce, sachant que l'option qui reste la plus probable, et intéressante surtout, pour le nouveau propriétaire de la tour est clairement Norman Osborn. Dans le petit numéro entre Hogan et Peter sur le fait de mettre un vent à Nick Fury, on comprend bien que Fury incarnera ces responsabilités que Peter voudrait éviter autant que possible. Derrière Happy Hogan, les noms sur la pancarte renvoient à ceux de catcheurs qui ont marqué les origines de Spider-Man, que ce soit dans les comics ou dans le premier film de Sam Raimi. Et Peter revoit enfin Michael Jones, ils sont en cours artistique alors que les dessins en mémoire d'Iron Man tapissent le mur derrière eux. Mais du coup, est-ce qu'une relation romantique va facilement se nouer? Mais bien sûr que non, on est quand même dans Spider-Man, on connaît le personnage, et Peter aura donc affaire à un sérieux concurrent. Il s'agira de Brad, interprété par Remy Hii, que vous avez peut-être déjà vu dans la série Marco Polo, et qui a notamment percé à Hollywood grâce au film Crazy Rich Asians. Peter ainsi qu'une bonne partie de sa classe feront donc un voyage de dingue en Europe, accompagné quand même de 2 professeurs. Ils visiteront Venise d'abord, et c'est là qu'on verra l'élémentaire d'eau qui n'est pas un élémentaire d'eau, puis les Alpes suisses, Prague pour l'élémentaire de feu, Berlin, les Pays-Bas et Londres pour le final, sachant que la scène de l'élémentaire de terre avec Fury et Maria Hill se situe a priori en Italie, mais ça reste à confirmer. Apparemment, l'élémentaire du Tower Bridge est tellement gigantesque qu'il pourrait correspondre peut-être à une sorte de fusion des 3 premiers. Le voyage de classe commence donc par Venise apparemment, et il deviendra de plus en plus clair pour Peter qu'il est amoureux de MJ. Il pense qu'elle le kiffe plutôt, mais restera à lui avouer ses sentiments. C'est aussi à Venise, dans l'hôtel de Mathéis, en hommage au scénariste de comics, que Peter sera contacté par Nick Fury avec une approche en mode très James Bond qui frôle la caricature et qui amène déjà à se demander si on a bien affaire au véritable Nick Fury. Peter rencontre Quentin Beck pour la première fois et, vu sa réaction, il aura déjà assisté à l'action de Mysterio pour sauver la cité des Doges de l'attaque de l'élémentaire, un élémentaire que certains appellent aussi Hydro Man, du fait de références cachées dans les trailers à des numéros de comics, notamment sur certaines plaques d'immatriculation de bateaux. Et pourtant cette créature n'est sans doute ni un élémentaire ni Hydro Man, mais j'y reviendrai un peu plus loin dans cette vidéo. Et surtout c'est la première fois que Peter entend parler du multivers, puisque Quentin Beck est présenté comme venant d'une autre version de la Terre, sachant qu'une faille aurait été causée par le claquement de doigts. Et voilà bien évidemment le point qui est de loin le plus important pour tout l'avenir du MCU, cette évocation du multivers, mais j'y reviendrai un peu plus en détail
plus loin dans la vidéo, lorsque j'évoquerai la nature véritable de ces élémentaires ainsi que les véritables intentions de Quentin Beck alias Mysterio. Mais d'abord, je vous propose de revenir sur cette explication très vague concernant cette faille qui permettrait de passer d'une version de la Terre à une autre, et on nous dit que c'est expliqué donc par le claquement de doigts, par le snap, mais duquel parle-t-on puisqu'il y en a eu 4. Et oui, résumons, le premier claquement de doigts, c'est évidemment celui de Thanos à la fin d'Infinity War, quand il fait disparaître la moitié des formes de vie de l'univers. Le deuxième, on le doit toujours à Thanos, puisqu'il détruit les pierres d'infinité avec le pouvoir des pierres d'infinité, pour empêcher qu'on inverse son geste terrible. Le troisième, c'est celui de Bruce Banner, sous la forme du professeur Hulk, quand justement il parvient néanmoins à inverser le geste de Thanos et à faire revenir cette moitié des êtres vivants qui avaient disparu. Et le quatrième et dernier, c'est évidemment celui d'Iron Man, Tony Stark, lorsqu'il fait disparaître Thanos et toute son armée. Alors évidemment, quand on parle du snap, on fait généralement référence au premier. Mais pourtant, en y réfléchissant, celui qui me semble le plus susceptible d'avoir causé une telle fracture dans le continuum espace-temps, faute de meilleurs termes, eh bien ce serait plutôt le deuxième, lorsque Thanos a réduit en poussière les pierres d'infinité elles-mêmes, sachant que ces singularités, comme on les appelle dans certains films du MCU, sont pourtant essentielles à la cohésion des lois de l'univers. Bon, ceci dit, c'est vrai, on peut aussi dire que le troisième et le quatrième peuvent aussi être à l'origine de cette faille, puisqu'utiliser des pierres sorties de leur propre ligne de temps, ça doit pas être terrible non plus pour la cohésion. Quoi qu'il en soit, Peter cherche à reporter la prise en charge de la menace sur d'autres héros, mais les gros balaises ne sont pas disponibles et personne ne semble penser à déranger Black Panther ou Doctor Strange apparemment. Lorsque MJ se retrouve aux premières loges face à la créature de feu, et non, je ne pense toujours pas qu'il s'agisse de Molten Man, elle semble porter les mêmes vêtements que durant sa promenade nocturne avec Peter, a priori à Prague. Au passage, on avait vu dans un précédent spot que c'est Tante May qui ajoute le costume original de Spider-Man dans la valise de Peter, celui qu'il porte lors de sa rencontre avec Quentin Beck. Néanmoins, on voit aussi dans ce trailer le costume Iron Spider, un costume entièrement noir, et un costume rouge et noir, ça commence à faire beaucoup. Le costume noir pourrait potentiellement être fourni par le Shield, et Peter le porterait pour éviter de multiplier les apparences publiques de Spider-Man pile aux mêmes endroits que Peter Parker. Et évidemment, ce costume tout en noir, c'est aussi un clin d'œil au look très particulier du Spider-Man noir, qu'on peut apprécier dans toute sa gloire dans le Into the Spider-Verse, le superbe film d'animation sorti en fin d'année dernière. Quant au costume rouge et noir, c'est potentiellement une amélioration de son costume original développé par Peter pour mieux faire face aux élémentaires, notamment grâce à la possibilité de planer. Et lorsque Peter tente d'avouer à MJ ses sentiments, à Prague donc de nuit comme c'est romantique, elle est convaincue qu'il veut en fait lui parler de sa double identité de Spider-Man. La scène semble vraiment réussie et une excellente façon de souligner l'intelligence de MJ. Et puis surtout, cette scène vient prendre à contre-pied les décennies pendant lesquelles l'entourage, notamment les copines de super-héros, n'ont jamais été capables de voir l'évidence. Lois et Clark, on pense à vous. Le film semble visuellement très impressionnant et les enjeux nettement plus élevés que dans Homecoming, ce qui peut être une bonne nouvelle aussi bien qu'une mauvaise. En effet, de mon point de vue, qui est forcément subjectif, je vous l'accorde, Spider-Man n'est jamais meilleur que lorsqu'il fait face à des menaces d'une envergure modérée, par exemple lorsqu'elle plane sur une cité au grand maximum, une ville comme New York au hasard, et du coup je n'imagine pas vraiment remplacer Iron Man comme la figure de proue des défenseurs de l'ensemble de la Terre, mais il faut voir comment les choses seront amenées à l'avenir. Et pourtant la question de ce remplacement se pose vraiment, visuellement déjà quand Peter teste un élément d'équipement avec la même technologie que Tony Stark, puis directement quand Nick Fury lui demande s'il sera à la hauteur des responsabilités. Le tout sur fond d'hommage à Tony Stark par exemple avec cette œuvre de rue où on devine le visage de Tony dans le casque d'Iron Man. Autre référence directe de cette bande-annonce, les lunettes que Tony portait dans Infinity War et Endgame peut être une façon pour Peter de découvrir certaines informations cachées ou de recevoir un dernier message de son père spirituel. Cette ambiance particulière qui fait suite à la chute d'un héros comme Tony semble le parfait moment pour qu'un personnage tel que Quentin Beck prenne le devant de la scène. À partir de ce point dans la vidéo, je vais commencer à aborder les théories qui peuvent potentiellement gâcher les plus grosses surprises du film, donc soyez prévenus. Il est clair pour moi que Mysterio joue au héros et même au grand frère avec Peter, profitant du vide public et personnel laissé par la mort de Tony, ce qui est doublement vicieux. Et bien sûr, tout le jeu pour ceux qui connaissent déjà ce méchant des comics consiste à démêler le vrai du faux dans tout ce qu'il va raconter. Pour le moment et sur la base des informations disponibles, je pense que l'histoire du multivers est vraie et que ce Quentin Beck, dont la réputation est cramée dans sa version de la Terre, veut profiter de la nôtre pour se construire une belle petite image de héros. En conséquence logique, ces fameux élémentaires doivent a priori être contrôlés par Quentin Beck lui-même, mais il ne peut pas s'agir uniquement d'illusions puisqu'ils causent de véritables dégâts.
Du coup, je suppose qu'il doit s'agir d'un mélange de technologie avec peut-être même une petite pointe de mysticisme ou encore de technologie extraterrestre, voire de la magie, du camartage, comme j'avais pu l'évoquer dans mon analyse de la première bande-annonce, mais ça m'étonnerait. Le fait même que de la fumée entoure souvent les déplacements de Mysterio est une façon cinématographique de prévenir le spectateur, ce gars est en train de vous enfumer, exactement comme dans sa première apparition en comics, quand il se présentait comme le seul recours face à une menace mystique. Reste maintenant une grande question déjà abordée dans mon analyse de la première bande-annonce, avec les fameuses initiales gravées sur la valise de Peter Parker. Le F pourrait donc correspondre à Franklin, pas pour la tortue, mais plutôt en référence au père fondateur, mais de fait, Ben Parker n'a jamais eu de second prénom. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour le film ? Eh bien peut-être que pendant toute une partie de ce film, on suivra les pérégrinations et les aventures d'un Peter Parker qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui de la Terre 616, mais d'une autre Terre, la 617 si ça vous amuse. Du coup, une grande surprise du film pourrait venir avec la mort de Peter ou son échec et le soudain retour à la Terre 616 pour voir comment s'en sort notre version habituelle de Peter. Ce qui semble certain en tout cas, c'est que Peter aura la difficile mission de révéler au grand jour les manipulations de Mysterio, mais pour ce faire, est-ce qu'il pourra véritablement compter sur l'aide de Nick Fury ? Et oui, forcément, on se pose la question, le Nick Fury qu'on voit dans les trailers est-il toujours le bon? S'agit-il du caméléon ou encore d'une autre illusion de Quentin Beck? Peut-être par exemple que l'appel rejeté était celui du véritable Nick Fury, mais que la version très Bond de Venise fait partie de la mascarade. Peut-être que Fury est retenu prisonnier depuis sa confrontation avec le premier élémentaire. Dernière petite information croustillante et intéressante, on pensait initialement que Michael Keaton, incroyable dans le rôle du vautour dans Homecoming, ferait son retour dans ce film, de même que le Scorpion, mais apparemment ce ne sera pas le cas. Toutefois, attention, il faut se méfier de ce genre de réponse donnée par les réalisateurs et producteurs, puisqu'on ne sait jamais ce que peut nous réserver une scène post-crédit. Pas grand chose à voir avec ce qui précède, mis à part l'amour pour la pop culture au sens large, mais si vous êtes fan de Game of Thrones et que vous souhaitez creuser le sujet, je vous rappelle que vous pourrez me retrouver sur VL Radio, qui est une radio disponible sur internet. Vous pourrez nous regarder et nous écouter, et c'est pour Making of Thrones, une émission qui sera diffusée ce dimanche à partir de 23h55. Donc je vous donne un lien en description de la vidéo pour regarder tout ça. Merci à vous de regarder ces vidéos et d'être toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui se posent encore la question, eh bien pour les t-shirts, on trouve généralement un lien en description de la vidéo. Et puis je vous dis évidemment à très vite pour de nouvelles aventures, lundi par exemple pour l'épisode 5 de Game of Thrones. Salut!